Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre dernier épisode d'Espace News avec moi, Christophe Paget. Cette semaine, je parle de la préparation de l'essai en vol numéro 3 à SpaceX de Boca Chica au sud du Texas. La fusée Ariane 6 franchit une étape monumentale. Nous revisiterons Vénus pour nos astros débutants. L'ESA et ISRO ont terminé le calibrage de leur dernier satellite et nous en parlerons davantage dans cet épisode, bien sûr. Et enfin, je vous donnerai un résumé des lancements qui ont eu lieu à travers le monde cette semaine. Starbase a encore une fois été rempli d'activités, avec la dernière préparation d'essai en vol intégré numéro 3. Le parc de stockage de carburant a été entretenu avec de nouvelles pompes et canalisations cryogéniques installées. Le support de lancement a subi quelques vérifications de son système de déconnexion rapide du premier étage et de son système de démarrage de ses 33 moteurs Raptor. Nous avons ensuite vu le premier étage numéro 10 quitter la baie haute pour se rendre au site de lancement, puis a été installé sur le support de lancement. Le vaisseau spatial numéro 28 a suivi de près et les deux ont été empilés. Et comme pour le précédent vaisseau numéro 25, le vaisseau 28 a ensuite été enlevé le lendemain et va sûrement subir plusieurs empilements et enlèvements jusqu'à l'essai en vol. Aux nouveaux téléspectateurs, certains responsables de SpaceX ont déjà laissé entendre que l'essai en vol intégré numéro 3 du booster numéro 10 et du vaisseau numéro 28 était prévu pour la fin février 2024. La communauté spatiale attend donc avec impatience un tel vol, le vol de la fusée la plus puissante au monde. Veuillez vous référer d'ailleurs à plusieurs de mes vidéos précédentes pour plus d'informations sur l'IFT numéro 2 et revivre un essai en vol aussi incroyable. Des tuiles de protection thermique du vaisseau numéro 31 ont été rajoutées et en sont ensuite en voie d'achèvement. Megabay numéro 2 et la Stark Factory progressent, comme vous avez pu le voir, avec leur toit en voie d'achèvement. Finalement, SpaceX a eu 3 tentatives pour réaliser une répétition générale avec son premier étage numéro 10 et Starship numéro 28 en haut, mais n'a réussi qu'à réaliser une seule répétition, mais que partiellement. Les premier et deuxième étages du premier vol d'Ariane 6 ont désormais quitté leur site de Brême en Allemagne et les Mureaux en France, chargés dans leurs containers, puis sur le voilier d'Ariane Group baptisé Canopée, en direction de la Guyane française, pour un voyage qui prendra jusqu'à la fin février. Le premier vol d'Ariane 6 est prévu entre le 15 juin et le 31 juillet 2024. Les propulseurs latéraux sont déjà arrivés au port spatial européen en attente d'assemblage final au premier étage. Ce sera un vol inaugural spectaculaire, comme cela l'a été le cas avec ULA, et je couvrirai bien sûr cet événement. 2 satellites ont été mis en service cette semaine, Euclid de l'ESA et Pollux de l'ISRO. Euclid parcourt le ciel nocturne combinant des mesures distinctes pour former la plus grande étude cosmologique jamais menée dans le visible et le proche infrarouge. Euclid scrutera plus d'un tiers du ciel en se concentrant sur des sources extragalactiques. Sur votre écran, vous regardez une projection ovale de ce ciel nocturne et les zones que le télescope spatial Euclid observera. Différentes nuances de gris et de bleu représentent la zone du ciel couverte au cours des 6 prochaines années d'études d'Euclid. Une ligne horizontale brillante dans l'ovale montre la bande de la Voie lactée et une ligne diagonale montre la poussière et d'autres sources de notre propre système solaire. Une impression artistique du vaisseau spatial Euclid est même visible dans le coin inférieur droit.
Et le télescope observera une zone du ciel pendant environ 70 minutes, produisant des images et des spectres. Il lui faudra ensuite 4 minutes pour passer à la zone suivante du ciel. Pôle-X est une charge utile du satellite polarimètre à rayon X ou ExpoSat en abrégé d'ISRO. Il a été conçu pour étudier les pulsars. Qu'est-ce qu'un pulsar? Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation qui émettent des impulsions de rayonnement à intervalles très réguliers qui varient généralement de quelques millisecondes à quelques secondes. Les pulsars ont des champs magnétiques très puissants qui canalisent les jets de particules le long des deux pôles magnétiques. Ces particules accélérées produisent des faisceaux lumineux très puissants. C'est essentiellement l'équivalent spatial d'un phare. Pôle-X a été calibré à l'aide du célèbre pulsar Crab. Vous pouvez d'ailleurs voir sur votre écran le profil de pouls généré à partir de ces observations, ce qui a finalement validé sa fonctionnalité. Pôle-X est maintenant prêt à démarrer ses activités. En cette semaine de Saint-Valentin, il m'a semblé opportun de poursuivre un petit rappel sur notre système solaire avec cette fois-ci Vénus, qui tire son nom de l'ancienne déesse romaine de l'amour et de la beauté. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil, située à une distance moyenne de 108 millions de kilomètres, soit 0,72 unités astronomiques, et est de taille similaire à celle de la Terre. Il tourne dans la direction opposée à celle de la Terre et de la plupart des autres planètes d'ailleurs. Une révolution complète de Vénus ou un jour vénusien dure 243 jours terrestres, ce qui est également plus long qu'une année vénusienne, un tour autour du Soleil, qui ne prend que 225 jours terrestres. Je détesterais vivre là-bas car ce serait une situation confuse entre le jour et l'année. Heureusement, je n'y vivrai pas car Vénus est beaucoup trop chaude pour moi, avec une surface suffisamment chaude pour faire fondre du plomb, autour de 475 degrés Celsius, et est en fait la plus chaude planète du système solaire, même plus chaude que Mercure, qui est pourtant plus proche du Soleil. La raison d'ailleurs en est que l'atmosphère de Vénus est principalement composée de dioxyde de carbone à 96%, emprisonnant ainsi la chaleur dans un effet de serre, comme cela se produit également sur Terre, et également connu sous le nom de réchauffement climatique, transformant l'eau de surface de Vénus en vapeur, qui s'est échappée ensuite lentement dans l'espace. Il s'agit peut-être autrefois d'un monde océanique habitable, comme la Terre, mais c'était il y a au moins 1 milliard d'années. L'axe de rotation de Vénus n'est incliné que de 3 degrés, ce qui signifie qu'elle n'a pas de saison et que l'été est donc très chaud toute l'année. Elle ne possède pas de champ magnétique comme la Terre, mais bénéficie du champ magnétique du Soleil créant l'ionosphère de la planète, suffisant pour recouvrir Vénus des aurores boréales, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Très peu de photos de Vénus ont été prises en raison de l'environnement très difficile pour toute survie de sonde. Cependant, les seules photos réussies prises en 1981 par le rover soviétique Venera montrent un paysage aride, sombre et rocheux, et un ciel probablement d'une certaine nuance jaunâtre due au soufre. La surface actuelle de la roche volcanique est soumise à des températures et des pressions élevées, ce qui rend la surface de Vénus impossible à abriter la vie. Cependant, à environ 50 km d'altitude, la température et la pression sont supportables et les astrobiologistes pensent que des microbes pourraient avoir survécu aux nuages d'acide hautement sulfurique, ce qui a été observé en 1981 par la même sonde soviétique Venera, qui a détecté des particules dans l'atmosphère basse de Vénus, mesurant environ 1 micron de longueur, à peu près la même taille qu'une bactérie sur Terre.
Selon les scientifiques de la NASA, aucune de ces découvertes ne fournit de preuves irréfutables de l'existence de la vie dans les nuages de Vénus, mais les questions qu'ils soulèvent, ainsi que l'océan disparu de Vénus, constituent un argument convaincant en faveur de missions visant à enquêter sur notre planète sœur capricieuse. Il semblerait qu'elle puisse nous apprendre beaucoup de choses. Et enfin, Vénus n'a ni lune ni halo. C'était une semaine très remplie dans le secteur de fusée. Le 14 février, notre bien-aimé Falcon 9 de SpaceX s'est envolé depuis son complexe de lancement spatial 40 à la station des forces spatiales de Cape Canaveral en Floride pour sa mission USSF 124 pour l'US Air Force, US Space Force, pardon. À bord se trouvaient 2 satellites de L3 Harris et Northrop Grumman avec leurs capteurs spatiaux de suivi d'objets hypersoniques et balistiques, ainsi que 4 satellites de couche de suivi tranche 0 de L3 Harris aussi. La destination est classifiée, mais viserait très certainement l'orbite terrestre basse. Il s'agissait du 7e vol du premier étage et il a atterri de retour sur site dans la zone d'atterrissage numéro 2. Le 15 février ont eu lieu 3 lancements, le premier de Roscosmos et les 2 suivants de SpaceX. Donc Roscosmos a lancé une Soyuz 2.1A avec son Progress MS-26 à bord pour la destination de la Station spatiale internationale, qui a pris 2 jours pour y arriver, pour sa mission de ravitaillement avec 2518 kg de fret. La fusée a décollé depuis le complexe de lancement 31-6 du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. SpaceX a lancé une Falcon 9 avec une charge utile d'Intuitive Machines pour sa mission IM-1, un atterrisseur lunaire appelé Nova-C Odysseus, bien évidemment en route vers la Lune pour le compte de la NASA sous le contrat appelé Commercial Lunar Payload Services. Le lancement a eu lieu depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center en Floride. Il s'agit du premier atterrisseur lunaire fonctionnant au méthane et oxygène cryogénique. Nova-C tentera d'atterrir près du cratère appelé Malapert A, situé à environ 300 km du pôle sud. Il s'agissait du 18e vol du premier étage et il a atterri sur la zone d'atterrissage 1 de la station des forces spatiales de Cape Canaveral en Floride. Il s'agissait également de la 2e tentative d'alunissage de l'année, après la précédente de JAXA avec son atterrisseur SLIM. Cliquez d'ailleurs sur le lien ci-dessus pour plus d'informations sur SLIM. Et le dernier vol du jour était encore une fois celui de SpaceX pour sa Falcon 9 avec à son bord 22 satellites Starlink V2 Mini pour sa mission groupe 714 depuis la base des forces spatiales de Vandenberg du complexe de lancement 4E en Californie. Son propulseur a volé pour sa 2e fois et s'est posé sur le drone ship habituel Of Course I Still Love You. Il s'agit d'ailleurs du 200e consécutif atterrissage réussi d'un premier étage d'une Falcon 9, plutôt impressionnant pour une si jeune entreprise. Le 17 février, la JAXA a envoyé avec succès sa fusée H3 lors de sa 2e tentative pour sa mission VEP-4. Il s'agit de la dernière conception de fusée de MHI, ou Mitsubishi Heavy Industries, qui a échoué lors de son vol inaugural le 6 mars 2023, avec à son bord le satellite Advanced Land Observing Satellite 3. Le moteur du 2e étage du H3 n'a pas réussi à s'allumer en raison d'un problème électrique et le satellite a été perdu. Le premier étage était d'une conception entièrement nouvelle, tandis que le 2e étage était d'une conception réutilisée de la fusée H2.
Cela a dû être frustrant que la pièce qui n'avait pas été modifiée soit celle qui n'a pas fonctionné lors du vol précédent. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de voir que cette deuxième tentative a été couronnée de succès, envoyant les satellites CESat 1E et TIRSAT sur une orbite héliosynchrone. Donc félicitations à NHI et JAXA. Je vous laisse cette semaine avec une photo prise par le télescope spatial Hubble de la magnifique nébuleuse Rosette. La couleur verte du spectre d'émission optique reflète ici les atomes d'hydrogène. Le rouge indique la présence d'atomes de soufre, tandis que le bleu correspond à l'oxygène. Cette image elle-même s'étend sur environ 50 années-lumière au centre de la nébuleuse Rosette, ce qui correspond à une largeur de 473 000 milliards de kilomètres. La nébuleuse se trouve à environ 3000 années-lumière ou un peu plus de 28 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 28 et 15 zéros après le kilomètre, dans la constellation du Monocéros. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Espace News avec moi, Christophe Paget. Profitez bien de votre semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.